crois que la musique c'est bien là. Bienvenue dans ce live où nous allons faire le récapitulatif de... Oh, il y a un chat dans le jardin que je connais pas. Pardon. Le récapitulatif de Raw. Le récapitulatif de Raw. Hey, regardez, petit coup d'œil du côté du tableau. Vous allez voir, attention. Hop, regardez ça. Ah, regardez ça comme c'est magnifique. Regardez ça. On continue de s'améliorer. Sur 4 semaines, on est sur une amélioration constante. Non seulement ça, mais Raw est passé dans la catégorie moyen. Le show était moyen. C'est incroyable. C'est une belle progression, je trouve, pour Raw. Eh, j'avais raison d'être optimiste ou quoi? Voilà, je suis content. Je suis content. Le show était, en fait, le show a très bien commencé, puis c'est redevenu Raw après derrière. Mais le show a très bien commencé. Petit message rapide avant qu'on commence à parler de Raw. Très bien. Alors, deux petits messages. D'une part, The Femelle a pris un abonnement de niveau 1 pour une durée de 3 mois et je la remercie pour ça. Je la remercie, je suis désolé si je te genre mal, The Femelle. Deuxième petit truc, je vais mettre moins de questions dans les replays parce que j'ai eu un commentaire, mais je pense que c'est un commentaire que beaucoup de gens doivent ressentir et qui me le font rarement. C'est... la moitié du replay, que la moitié du replay concerne des questions, j'ai peur que ça soit vraiment indigeste pour les gens qui suivent pas les lives et qui sont juste là pour voir le replay le récap du show. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de supprimer toutes les questions, je vais en garder quelques-unes. Pour l'instant, je me fixe maximum 5. Et je tâcherai de me rappeler quelles questions étaient intéressantes, quelles réactions étaient intéressantes et qui ont suscité une réaction qui peut être intéressante de ma part. Voilà, si vous êtes du genre à ne pas pouvoir suivre le live et à m'envoyer un message et ensuite regarder dans le replay pour voir la réponse à mon message, le plus simple c'est que vous regardiez directement sur Twitch, en fait, je pense, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça et vous avez déjà le réflexe de venir sur Twitch pour regarder le live, donc vous pouvez aller sur Twitch pour voir le replay du live, pour voir ma réponse à votre question. Je pense que c'est un bon compromis pour que tout le monde ait ce qu'il attend du replay. Voilà. Voilà. Non, je vais pas faire de vidéo parce que sinon ça va être vraiment surchargé, Caroline. Bonjour à toi, d'ailleurs. Alors, on va y aller. On a commencé le show par... Alors, au départ, j'étais vraiment pas hypé parce qu'ils annoncent qu'on commence par Bobby Lashley contre Sheamus. Donc le match qu'on a eu la semaine dernière, qui était déjà une mauvaise idée la semaine dernière, parce que Sheamus était en rivalité avec Drew McIntyre, donc si Sheamus perd là, bah si Sheamus perdait la semaine dernière, ça allait le diminuer, mais en même temps Bobby Lashley est le champion du monde actuel, et il va affronter Drew McIntyre à WrestleMania dans 3 semaines, et donc fallait pas que Sheamus gagne, donc c'était une mauvaise idée. Mais ils ont commencé par ce match-là, c'était encore une mauvaise idée, mais... D'une part, en fait, ils ont rajouté, j'ai envie de dire, 2 éléments, disons 3, à ce match-là. D'une part, Sheamus s'est fait massacrer la veille. Sheamus a perdu un match très compétitif et très douloureux la veille. Donc, le fait que Sheamus arrive encore à tenir la distance avec Bobby Lashley, ça veut dire, c'est plus impressionnant. Je trouve que c'est encore plus impressionnant. Le fait que le retour de Sheamus, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était présenté comme un retour de babyface. Et je me demande si on n'est pas en train de se diriger lentement vers un face turn total de Sheamus. C'est pas encore le cas parce qu'il a eu une promo après où il a clairement établi qu'il était encore heel, mais je me demande si on n'est pas en train de se diriger vers un face turn de Sheamus. Et j'ai très envie de voir ça parce que Sheamus c'est celui que je veux le plus voir gagner le titre mondial, Sheamus, en ce moment. Ce matin, je m'étais fait la réflexion, un truc qui pourrait être vraiment sympa comme histoire, ce serait que Drew McIntyre demande à Adam Pearce d'ajouter Sheamus dans le triple menace, dans le match pour le championnat à WrestleMania, en disant à Adam Pearce, ça fait des semaines qu'il mérite ce titre, ça fait des semaines que certes il perd, mais il perd à un cheveu, à chaque fois il est très compétitif, à chaque fois on doit tout donner pour le battre. Il est à notre niveau à Bobby Lashley et à moi, et il devrait être dans ce match. La raison pour laquelle je pense que c'est un bon booking, c'est parce que du coup, ça prouverait à Sheamus que Drew McIntyre ne pense pas qu'à lui, que Drew McIntyre est prêt à lui rendre un peu de l'éclat que lui a donné son règne. Et du coup, il se réconcilie avec ça,
Et du coup, on a Sheamus Face. Et ça j'ai envie de le voir. Et l'autre élément qu'ils ont rajouté et qui était vraiment un petit peu cool, c'est que Cedric Alexander et Shelton Benjamin, les deux derniers membres du Hurt Business qu'on voit jamais, qui sont absolument pas protégés dans cette histoire, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, étaient aux abords du ring et ont essayé de tricher pour aider Bobby Lashley à gagner. Et clairement, Bobby Lashley, ça lui faisait pas plaisir. Clairement, il n'avait pas envie de ça, il n'avait pas besoin de ça, et il avait envie de prouver qu'il n'avait pas besoin de ça. J'aime bien le fait que ça soit cohérent par rapport à toute l'histoire du Hurt Business. C'est-à-dire que MVP, le porte-parole du Hurt Business, n'est jamais là pour hyper les matchs de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin. Ils ont perdu les ceintures. J'ai envie de penser parce qu'il n'était pas là. S'il avait été là, peut-être qu'il se serait mieux battu. Bref. Ils sont même pas arrivés avec Bobby Lashley au début du match. Ils sont vraiment arrivés en plein milieu, quoi. Ils sont vraiment arrivés genre bon, bah on fait partie de la faction, on va te filer un coup de main parce que on joue un peu, on est un peu sur le banc de touche depuis des mois maintenant. On va un peu on va vous rappeler qu'on est là quand même. Et ça leur a pas fait plaisir à Bobby Lashley et à MVP. Évidemment, Bobby Lashley gagne avec le Hurt Lock, c'est ce qu'il faut. Après, j'ai mis un B+ au match, mais j'ai aussi mis un B+ à ce qui s'est passé après le match. Shelton Benjamin et Cedric Alexander ont agressé Sheamus. Évidemment, McIntyre est intervenu pour leur défoncer la gueule parce que Sheamus a beau l'avoir trahi, ça reste un ami. Et je pense que Drew McIntyre n'a pas envie de mettre fin à 20 ans d'amitié. Et ensuite Drew McIntyre monte sur le ring, regarde Bobby Lashley et essaye de le provoquer, essaye de lui faire le frapper. C'est-à-dire qu'il lui hurle dessus, genre vas-y, si t'es un homme, je te supplie de me frapper, vas-y, donne le premier coup, j'ai les mains dans le dos, qu'est-ce que t'attends? Et MVP retient Bobby Lashley, qui est, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que Bobby Lashley allait agresser Drew McIntyre et qu'ils allaient faire le spot où des arbitres arrivent et les séparent. Non, MVP à lui tout seul lui a rappelé, hey, on est là pour le business, on est là pour les affaires, laisse pas tes émotions prendre le dessus. Mais Bobby Lashley jouait très bien, tu sentais qu'il était vraiment à ça de défoncer la gueule de Drew McIntyre. Il en crève d'envie. Il s'est retenu sur le fil. Je trouve qu'ils jouent tous extrêmement bien. Ça a été un véritable plaisir ce début de Raw, et je me suis dit, quand le début de Raw est bien, c'est quand même c'est agréable. J'ai pensé notamment à un commentaire que j'ai eu sur la vidéo le recap de Fastlane hier, qui me disait, attends, t'es optimiste pour Raw? Qu'est-ce que tu regardes Raw pourtant? Je dis, oui, non, je suis optimiste parce que si je suis pas optimiste, pourquoi je regarde, hein? Voilà. Donc, et je suis content parce que ça commençait bien. Ensuite, Alexander et Shelton Benjamin se font engueuler par Bobby Lashley. MVP calme Lashley en lui disant, écoutez, vous avez terni l'image du champion Bobby Lashley en vous interférant dans ce match-là, de la même façon que vous avez terni l'image du Hurt Business en perdant les titres la semaine dernière. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour que ça... pour revenir là-dessus, quoi. Pour effacer ce que vous avez fait. Là, c'est un C- par contre, parce que j'aime pas qu'on se dirige... j'aime pas qu'on se dirige vers une dissolution du Hurt Business. C'est quand même con, parce que le Hurt Business, ils avaient toutes les ceintures, ils avaient la ceinture mondiale et les ceintures par équipe, mais ils ont eu toutes les ceintures suffisamment longtemps pour prendre la photo, puis ça c'est fini, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Par contre, après, on a eu quelque chose de vraiment trop cool, Peyton Royce contre Asuka. Pourquoi c'est trop cool? Parce que Peyton Royce, il y a 2 semaines, à Raw Talk, le talk show qu'ils font après Raw, a dit qu'elle en avait marre de rester sur le banc de touche, avait dit qu'elle en avait marre de rien foutre à Raw, et qu'elle voulait un match contre la championne Asuka. Je suis tellement refait qu'il lui ait juste donné. Qu'il lui ait juste dit, tu veux un match contre Asuka? T'as un match contre Asuka. Asuka contre Peyton Royce. On voit jamais Asuka se battre en solo, on voit jamais Peyton Royce se battre en solo. Et là, elles ont eu un match, et un vrai match d'une grosse dizaine de minutes, où elles ont pu montrer ce qu'elles savaient faire, où elles ont pu avoir un vrai match. Et c'était juste l'idée de ça, c'était vraiment trop cool. Je vais pas faire comme si le match était parfait, parce qu'il y a eu plusieurs moments où c'était un peu sloppy, où c'était pas parfait, où c'était en même temps, Peyton Royce, ça fait une éternité qu'elle a pas catché, c'est comme tout, si tu l'entretiens pas, elle va perdre un peu. Mais j'ai trouvé qu'elle était relativement fluide dans le ring. Peyton Royce, c'est une bonne catcheuse. Et c'est vraiment dommage qu'elle soit pas plus mise en avant. Et là, qu'elle soit mise en avant comme ça, en plus, elle a un peu changé son personnage. Elle a vraiment
sa nouvelle présentation, c'est qu'elle est plus là pour déconner, quoi. Elle est là parce qu'elle a quelque chose à prouver. Elle a perdu, normal. Elle a affronté la championne, faut qu'Asuka gagne, faut qu'Asuka soit protégée. Mais j'avais envie de lui mettre B+, et je me suis dit, franchement, le match mérite pas un B+. Le match mérite pas un B+, si je suis honnête avec moi-même. Mais de la fraîcheur et de la profondeur, j'ai envie de dire, dans la division féminine de Raw, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou qu'on n'ait pas eu Charlotte Flair contre Nia Jax, quoi. Message sur Charlotte Flair, elle est pas là en ce moment parce qu'elle a le Covid, donc ça craint vraiment. Je peux pas me réjouir du fait qu'on n'ait pas Charlotte Flair. Et je lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, parce qu'elle en a à foutre de ce que je lui souhaite. Non mais voilà, je peux pas me réjouir du fait que Charlotte Flair soit pas là. Mais je me réjouis du fait qu'on a eu un match Asuka contre Peyton Royce, ça c'est vraiment cool par contre. Voilà. Après le match, c'est dommage parce qu'ils auraient pas dû l'annoncer. Ils auraient pas dû l'annoncer en avant, parce que Rhea Ripley a fait ses débuts à Raw après le match. Je savais que Rhea Ripley allait faire ses débuts parce qu'ils l'ont annoncé à Fastlane hier, et du coup, c'était un peu terni, quoi. C'était un peu, au lieu de me dire, wow, Rhea Ripley trop cool, j'étais, c'est là qu'elle arrive, d'accord. C'est pertinent. Mais Rhea Ripley arrive sur le ring, prend un micro, elle dit que la dernière fois qu'elle a regardé Raw, Charlotte Flair défiait Asuka pour un match de championnat à WrestleMania, alors qu'elle était sur le banc de touche, alors que Asuka elle-même était sur le banc de touche parce qu'on lui avait pété les dents, pour de tout à fait vrai. Les images sont pas sympas à regarder. Il y a quelque chose avec les dents qui volent. C'est pas plaisant. Mais Charlotte Flair n'est plus là, poursuit Rhea Ripley. Elle a le Covid, c'est Rhea Ripley donc, qui a parlé du Covid à Raw. Et Rhea Ripley challenge Asuka à WrestleMania, et Asuka lui dit qu'elle n'est pas prête, que Rhea Ripley n'est pas prête pour Asuka, et elle accepte son défi. Ce qui est cool, c'est marrant comme à chaque fois qu'ils changent de plan, on a un meilleur match. Parce qu'à la base, ça devait être Charlotte Flair contre Lacey Evans. Aïe! J'ai rien contre les deux, mais elles ont une très mauvaise alchimie. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'elles ont un match... Enfin, je dis à chaque fois, probablement pas à chaque fois, mais je me rappelle de 2 matchs qu'elles ont eu, où à chaque fois, c'était... de gros problèmes de communication, quoi, dans le ring. Je me figure pas pourquoi, parce que quand elles s'affrontent pas l'une l'autre, ça va. Donc je sais pas, c'est vraiment entre elles, quoi. Ensuite, on devait avoir Charlotte Flair contre Asuka. Cool, forcément, ça allait être un excellent match, Charlotte Flair contre Asuka, c'est voilà, bien sûr. Mais là, Asuka contre Rhea Ripley, ça c'est un match que j'ai très envie de voir, ça. Oh, que j'ai envie de voir. Donc, Rhea Ripley sera notre Charlotte Flair pour WrestleMania. Cool. Très très cool. Ensuite, Drew McIntyre croise Adam Pearce, l'officiel de la WWE. Adam Pearce en coulisses. Pearce apprend à Drew McIntyre que pour laver leur honneur et l'honneur du Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont défié McIntyre dans un match handicap, donc un match 2 contre 1. McIntyre dit que ce serait pas bien raisonnable d'accepter, mais il dit que ça peut l'être s'il rajoute une stipulation. Si Drew McIntyre gagne, Cedric Alexander et Shelton Benjamin seront bannis des abords du ring à WrestleMania. J'aurais tendance à dire qu'ils sont jamais aux abords du ring dans un match de Bobby Lashley de toute façon, donc c'est un peu... C'est se donner beaucoup de peine pour pas grand-chose, mais bon, c'est bien qu'ils abordent le sujet. Du fait que Cedric Alexander et Shelton Benjamin ne seront pas aux abords du ring, et ça a été décidé, voilà, c'est ce qu'ils devraient faire plus souvent. Ensuite, c'est Miss TV. Miss dit que c'est dur de se faire humilier par Damien Priest, et je cite, plus important encore, Bad Bunny. Bad Bunny, le rappeur, finalement. Bad Bunny, pas le catcheur qui vient de NXT et qui a fait ses débuts et qu'on a très envie de voir pusher. Non, lui, c'est pas très grave de se faire humilier par Damien Priest. Par contre, par Bad Bunny, ça va pas. The Miz rappelle son palmarès et dit que c'est pas normal qu'il ne soit pas sur le poster de WrestleMania alors que Bad Bunny y est. J'ai envie de lui répondre, c'est un poster, c'est fait pour donner aux gens envie de regarder, et Bad Bunny est une immense star. Donc, ce que tu n'es pas, malheureusement, The Miz, tu n'es pas une star à la hauteur de Bad Bunny. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il s'imagine qu'il a plus de succès que Bad Bunny, alors que c'est clairement pas le cas. Parce que Bad Bunny, c'est
un grand nom dans le milieu de la pop latine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et The Miz et John Morrison dévoilent un extrait de leur prochain single qui sortira la semaine prochaine, qui s'appelle Hey Hey Hop Hop, dédié à Bad Bunny. John Morrison, Van, tu sais c'est quoi le contraire d'un Bad Bunny? Un bon rappeur? Ça m'a fait rire, et l'extrait de leur single qu'on a vu, ça m'a... Écoutez, ça m'a fait rire. C'est pour ça que j'ai mis un B, c'est parce que... Écoutez, quand ça me fait rire, c'est fait pour ça, et c'est bien, et c'est exactement la place où The Miz doit être, même si je suis d'accord qu'il mérite d'être champion. Là, tu vois, on voit ce genre d'image. Moi, ça me dit champion de la WWE. Moi, je vois ça, je me dis, cette personne-là doit être champion de la WWE. C'est clairement sa place. Il mérite. The Miz mérite, d'une façon générale. Et The Miz dit qu'il va prouver à Bad Bunny qu'il a eu tort de s'en prendre à lui. Voilà. D'abord, il rappelle qu'il a agressé Bad Bunny la semaine dernière en lui mettant le coup de guitare le plus mou de l'histoire dans le dos. Et il dit à Bad Bunny, tu vas voir, putain de poil d'hiver, tu vas voir que tu as eu tort de me défier, je vais te montrer ce que je sais faire, je vais affronter Jeff Hardy. Jeff Hardy, avant le match, dit ouais, on sait comment ça va se passer. Pendant le match, John Morrison va intervenir et c'est à cause de ça que tu vas gagner. Alors, si t'es un homme, renvoie John Morrison en coulisses. Il renvoie John Morrison en coulisses. Et je suis pas fan de Jeff Hardy. J'étais fan de Jeff Hardy il y a 12 ou 13 ans. Maintenant, plus trop. Mais The Miz l'a écrasé. The Miz l'a bouffé. Waouh, c'était humiliant. C'était humiliant parce que ces dernières semaines, The Miz a vraiment été présenté comme le catcheur blague. Le catcheur qui vaut rien, quoi. Le catcheur qui se fait bouffer par... qui se fait bouffer par Bobby Lashley, qui se fait bouffer par Drew McIntyre. Bref, The Miz... The Miz est pas au niveau est pas au niveau. Voilà. Se faire défoncer par The Miz, waouh, c'est humiliant. Jeff Hardy va avoir pas mal de difficultés à se relever de ça, je pense. Et après le match, Bad Bunny arrive dans le dos de The Miz et... Oh, j'ai oublié de mettre mon image. Oh non, elle était super bien cette image en plus. Oh là là, quelle tristesse. Bon bah tant pis. Bad Bunny arrive dans le dos de The Miz et lui éclate une guitare dans le dos et accepte le challenge parce que j'ai oublié de le dire. The Miz a défié Bad Bunny pour un match à WrestleMania et Bad Bunny accepte. J'allais dire cool. Pas cool parce que Damien Priest, je vous avais dit que j'attendais de voir après WrestleMania pour voir si c'était Bad Bunny qui voulait pusher ou si effectivement il pushait Damien Priest en faisant de lui l'espèce de garde du corps de Bad Bunny. Bah, j'ai pas besoin d'attendre après WrestleMania. Là, je viens d'avoir ma réponse. Damien Priest n'aura pas de match à WrestleMania, mais Bad Bunny, oui. Il est toujours possible qu'ils disent finalement ce sera un match en équipe Bad Bunny et Damien Priest contre The Miz et John Morrison. Et j'espère que c'est vers là qu'on se dirige parce que sinon c'est vraiment humiliant pour Damien Priest. Enfin, humiliant. C'est très dommage, on va dire ça comme ça. Ensuite, AJ Styles et Omos sont sur le ring. Ils rappellent qu'ils ont un match pour les titres par équipe à WrestleMania et que ce sera le premier match de Omos. AJ dit qu'Omos va enterrer le New Day dans le ring. Je sais pas pourquoi il emploie ces mots-là alors que enterrer, t'as directement envie de lui répondre ce que le New Day fait d'ailleurs quand ils finissent par arriver. Ah oui, enterrer comme toi l'année dernière contre The Undertaker dans le Boneyard match. Bah oui, la perche était là, la répartie était évidente, tu l'as cherché. Et ensuite, alors je vais lire ce que j'ai écrit. Ils rappellent que le New Day sont 11 fois champions, mais disent qu'ils ne vont pas perdre et qu'une fois qu'ils auront gagné, ils seront inarrêtables entre le savoir-faire de AJ Styles et la taille et la force de Omos. Alors, Kofi leur redit que quand il les regarde, il ne voit pas une équipe, il voit juste un tout petit gars qui se cache derrière un géant.
Ils disent que en plus AJ Styles ne connaît même pas vraiment Omos parce que il connaît pas sa couleur préférée. AJ Styles dit si c'est rouge et Omos fait ah non c'est mauve. Une idée dit ah ouais je suis sûr que tu connais pas son parfum de glace préféré et pareil AJ Styles propose un truc et Omos le corrige et je me dis je comprends pas pourquoi Omos joue pas le jeu quoi. Pourquoi Omos dit pas ouais c'est exactement ma couleur préférée. Et plus crucialement qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est-à-dire que tu peux très bien être partenaire par équipe avec quelqu'un dont tu ne sais pas la couleur préférée. Moi, j'ai dans l'idée que ça se défend, cette théorie-là. Mais bon, écoutez, j'ai mis des plus parce que ils ont l'air de s'amuser. Et je vais pas dire c'est le principal, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à apprécier un segment. C'est-à-dire que tu sens que tu perds ton temps, mais tu vois qu'ils s'amusent, alors tu souris parce que ils ont l'air de s'amuser. Voilà. Ensuite, on a un match Kofi contre AJ Styles, Kofi Kingston contre AJ Styles. Je vous ai mis directement cette image-là. Bon. Donc ça, c'est un spot très sympa du match où Kofi Kingston allait faire un Trouble in Paradise. Trouble in Paradise, pour ceux qui ne connaissent pas, Kofi Kingston vient de faire un tour sur lui-même et s'apprête à sauter sur sa jambe, s'apprête à sauter pour mettre un coup de pied avec sa jambe droite sur le visage de AJ Styles, mais AJ Styles l'interrompt avec un Enzuigiri, donc Enzuigiri c'est ce que vous vous doutez, là c'est la jambe droite, elle va finir dans la gueule de Kofi là. Voilà, et c'était un spot très bien timé, j'ai trouvé ça vraiment chouette, très bien fait, et j'ai écrit, c'est un bon petit match, très équilibré, très chouette, entre deux anciens champions de la WWE en plus, tendance à oublier et en plus ils se sont affrontés quand Kofi était champion, des trucs qu'on a tendance à oublier. Il me semble qu'ils se sont affrontés, je suis même pas sûr. Bref, deux champions de la WWE relativement récents. AJ Styles allait faire sa prise de finition, son Phenomenal Forearm, mais Woods le distrait en jouant du trombone. AJ Styles a super bien réagi, genre « Qu'est-ce que c'est ce bordel ?» C'était marrant. Évidemment, Omos est allé voir Xavier Woods, et pendant qu'il faisait ça, AJ Styles a essayé de faire son Phenomenal Forearm, et Kofi a contré le Phenomenal Forearm avec un SOS et a remporté le match comme ça. J'ai fini par mettre un B, j'étais entre B+, et B-. Le B-, c'est que je suis un peu frustré que le New Day ait gagné en trichant, finalement, en intervenant, en distrayant AJ Styles. Mais je suis content, d'une part, que Kofi ait gagné le match, parce que c'est bien de continuer de protéger Kofi. Et d'autre part, je suis content que Kofi ait gagné avec un SOS, parce que c'est rare aussi que une prise signature, pas une prise de finition, finisse un match. Et ça rajoute un peu de suspense, c'est-à-dire ça rajoute un côté inattendu. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, j'ai fini par opter pour un B. Ensuite, nous allons en coulisses où Kevin Patrick interroge Sheamus sur les raisons qui l'ont poussé à accepter le match contre Lashley. Et Sheamus répond « Pourquoi ? Parce que c'est qui je suis. C'est ce que je suis. Je refuse pas un défi. Je refuse pas un combat. Je vis pour le combat. » Sheamus est extrêmement cool. Sheamus est extrêmement cool en ce moment. Il lui demande, Kevin Patrick demande à Sheamus s'il a quelque chose à dire au sujet du fait que Drew l'a aidé aujourd'hui contre le Hurt Business. Sheamus dit que c'est une simple question de respect, mais qu'il lui pardonnera pas pour autant. Il voit dans cet acte une manifestation de l'ego de Drew McIntyre. Ils sont interrompus par Riddle sur sa trottinette qui demande à Sheamus s'il a vu le monstre du Loch Ness, il lui demande si les Leprechaun existent, parce que Sheamus est irlandais. Sheamus demande à Riddle, Sheamus fait semblant de sympathiser avec Riddle, il lui demande si sa trottinette roule bien et tout, et il lui met un coup de trottinette dans le bide et il jette la trottinette par terre, ce qui fait de Sheamus un babyface en ce qui me concerne. C'est une blague. C'est une blague, Sheamus est toujours clairement un heel, mais merci d'éclater la trottinette. Peut-être que si tu éclates la trottinette suffisamment fort, ça va libérer le potentiel de Riddle. Ça va libérer... Allez, t'arrêtes de faire des blagues de merde, tu fais les trucs qui font vraiment rire maintenant, s'il te plaît. Ensuite, on a le match Drew McIntyre contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et j'ai écrit au début, ce match me fait très peur, mais en fait, au fur et à mesure que j'ai réfléchi pendant le match, je me disais, ça peut pas bien finir. Il n'y a pas de fin satisfaisante à ce match-là. Soit Drew McIntyre bat Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui était encore champion par équipe la semaine dernière, donc il dévalue énormément deux gars qui auraient dû être mis en avant par le Hurt Business, pas handicapés, quoi, pas handicapés par le Hurt Business.
soit Cédric Alexander et Shelton Benjamin gagnent, et à ce moment-là, tu fais perdre le challenger, enfin l'aspirant numéro 1 au titre de la WWE avant WrestleMania. C'est une très mauvaise idée aussi. Donc le match ne pouvait pas bien finir. D+, ça veut vraiment dire ils sont allés vers la seule conclusion qui soit un minimum satisfaisante, c'est Drew McIntyre gagne en faisant un Claymore sur Cedric Alexander et sur Shelton Benjamin. C'est... Voilà quoi, D+, c'est-à-dire c'est une mauvaise idée, ils auraient pas dû faire ça, ça diminue Cedric Alexander et Shelton Benjamin alors qu'ils devraient être en train de crever le plafond. Mais au moins McIntyre est protégé, McIntyre a l'air fort. Mais je suis même pas content que McIntyre ait gagné, alors que j'adore Drew McIntyre, c'est un de mes personnages préférés en ce moment à Raw. Donc voilà, c'est dommage. Ensuite, MVP est en coulisses, il engueule Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Bobby Lashley arrive et les engueule un petit peu plus fort, c'est-à-dire que lui, par contre, il commence vraiment à perdre patience avec eux. Et il dit que s'ils peuvent pas finir le job, il trouvera quelqu'un qui finira le job. Ils vont au vestiaire, j'ai écrit « C'est l'endroit où meurent vos rêves !» Alors, au vestiaire, qui on a, parce que c'est tout de même fantastique. On a Humberto Carrillo, un des grands espoirs de NXT, puis de 205 Live. Ensuite, on a Akira Tozawa et Drew Gulak, les 4e et 5e meilleurs éléments de 205 Live à l'époque de la trifecta Cedric Alexander, Buddy Murphy et Mustafa Ali. Et Drew Gulak est un des meilleurs techniciens qu'ils ont en ce moment à la WWE. À côté, on a la Lucha House Party, qui inclut le catcheur très prometteur Lince Dorado et l'un des meilleurs luchadors dans le monde, Gran Metalik, qu'on voit jamais, donc c'est pas évident de savoir que c'est un des meilleurs luchadors du monde. Et enfin, last but not least, la cerise à la merde sur le gâteau de merde, Ricochet, qui ancien champion nord-américain, ancien énorme nom de la scène indépendante, l'un des agents libres les plus recherchés par toutes les fédérations du monde, ancien champion du Dusty Classic, gagnant du Dusty Classic. Voilà, on en est là. Un Ricochet, il en est là. Pour ceux qui se demandent, il est... Mais ça pourrait être pire, parce que si tu regardes la liste du roster de Raw, tu remarques qu'il y en a qui sont même pas suffisamment bons pour être là, pour être dans ce vestiaire-là. Angel Garza et Titus O'Neil, ils sont à Raw, ils sont même pas là. Ils sont même pas à ce niveau-là. Ils sont même pas au niveau de... les glandeux, là, qui foutent rien et qui perdaient tout le temps. Alors du coup, Bobby Lashley s'adresse à eux et leur dit, vous avez une occasion... de briller. Si l'un de vous arrive à battre Drew McIntyre, à anéantir Drew McIntyre, il aura un match de championnat pour le titre de la WWE. Je lui ai mis un C. On est sur C pile entre très plus et très moins. Le moins, c'est un peu évident, je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça. Le plus, imaginez que Ricochet rejoigne le Hurt Business. Il y a du potentiel là-dedans. Là, ils sont en train de dire, il y a peut-être un de ces gars-là qui va sortir du lot. Enfin. Donc. On a le droit de rêver. On a le droit d'être optimiste contre toute raison, finalement. Parlant de on a le droit d'être optimiste, Dana Brooke et Mandy Rose contre Nia Jax et Shayna Baszler. Je voulais photoshopper une image de Reginald, mais j'ai vraiment eu la flemme. Donc, voilà. Reginald fait je vais dire ce que j'ai écrit. Reginald fait des pirouettes. On dirait un chien savant. Nia Jax est très contente. Elle fait faire des pirouettes à son Reginald. Elle est de là. Shayna Baszler l'engueule. Je pensais que Nia Jax allait se servir de Reginald pour interférer dans ses matchs en sa faveur. Mais non. Nia Jax se fait distraire par Reginald au détriment de Shayna Baszler. Bon. Mais au bout d'un moment, Nia Jax rentre dans le match quand Dana Brooke entre accidentellement en collision avec elle. À un moment donné, Reginald monte sur le ring, fait une pirouette et ressort du ring. Mais pourquoi pas, Reginald, je t'en prie, vas-y, fais comme chez toi. Tu es chez toi dans la division féminine, apparemment. C'est ta division, champion. Nia Jax bat Dana Brooke et pendant tout le match, Lana et Naomi étaient aux commentaires. Lana, à qui on a demandé qu'est-ce que vous pensez de Dana Brooke et Mandy Rose, ce à quoi elle a répondu, elles sont belles et elles sont fortes. Génial!
Et alors, à la fin du match, je riais tellement Lana jouait mal. Elle disait « We want a rematch! We want a rematch! We want a rematch !» Elle l'a dit 3 fois. Je sais pas si elle l'a dit 3 fois ou 2 fois, mais exactement sur le même ton. Et vous avez perdu en 8 minutes contre Nia Jax et Shayna Baszler. Vous n'avez pas droit à un rematch. Vous êtes à chier. Dana Brooke et Mandy Rose sont à chier aussi. Il n'y a aucune profondeur dans cette division par équipe. Pardon, dans cette division Reginald. Il y a rien. Donc, non! Il y a une équipe qui sort un peu du lot, Natalya et Tamina. Un tout petit peu du lot. Un tout petit peu. Mais, il y a du taf. Il y a énormément de taf. Ensuite, on a une image de Alexa Bliss qui se moque de Randy Orton, qui dit que Randy Orton devrait se méfier de ce qu'il veut si jamais il essaye d'invoquer une nouvelle fois The Fiend. Ensuite, oui, je vous ai pas dit, pardon. Au moment où Sheamus a cassé la trottinette, on est revenu au niveau Raw, au niveau moyen de Raw, c'est-à-dire de la grosse daube. Donc il y a eu McIntyre contre Alexander et Benjamin qui était une mauvaise idée. On a eu Ricochet en train de manger son popcorn dans les vestiaires. On a eu Dana Brooke et Mandy Rose contre Reginald et Reginald. On a eu Alexa Bliss qui dit juste restez pour le main event, il y aura The Fiend dedans. Ensuite, ensuite, Elias Jackson Riker, que j'ai eu la flemme de mettre dans cette image, et Shane McMahon sont sur le ring. Shane dit à Elias qu'il a pas fait le taf la veille, là, à Fastlane. Il l'a jeté par surprise dans un match, et Elias a perdu le match. Match Elias contre Braun Strowman, qu'on a peut-être vu 40 fois. Mais Elias dit qu'il n'était pas prêt, et que donc là, il a un match, et il sait qu'il aura lieu, donc il est prêt. Ils ont préparé une chanson pour Braun Strowman qui s'appelle « Braun is stupid ». Je lis mes notes, c'est à chier. Braun arrive, il dit que Shane va se faire péter la gueule, et que globalement, Elias aussi. Voilà, Shane McMahon fait toujours semblant d'avoir mal au genou. Voilà, fait toujours semblant d'être blessé au genou avec une béquille. Ah là là, j'ai tellement mal, je suis Shane McMahon. Et la chanson était absolument pas drôle. Par contre, quelque chose qui était vraiment hilarant, mais je suis pas sûr que ça se veuille hilarant. Je raconte. Donc le match a lieu, évidemment Elias se fait massacrer, il se passe la même chose que la semaine dernière, que hier. Et vous voyez le truc où Braun Strowman fait comme ça quand ils sont à l'extérieur du ring et que son adversaire est à l'extérieur du ring, il fait comme ça et il fait le tour du ring pour mettre un coup d'épaule pour charger ses adversaires, et ils ont appelé cette prise le Strowman Express, ce que j'aime bien parce que ça donne l'impression qu'effectivement il fait le petit train autour du ring. J'ai failli appeler mon live Chouchou parce qu'ils ont foutu un bruitage de train sur Braun Strowman qui fait comme ça. Merci beaucoup à WildSlide62, excellent timing. Merci beaucoup à WildSlide62 pour son prime d'une durée de 2 mois. C'était hilarant. Franchement, j'ai ri. Je crois que j'ai ri aux larmes tellement c'était. Si vous voulez humilier Braun Strowman, il pouvait pas s'y prendre mieux. Je suis un train maintenant. Chou-chou. C'était waouh, c'est pas bon quoi. Maintenant peut-être que Braun Strowman transitionne pour changer d'identité, je sais pas, peut-être qu'il devient un train. J'en sais rien. Auquel cas je veux pas froisser qui que ce soit. Bordel de merde quoi. Bordel de merde. Après le match. Évidemment, Shane McMahon monte sur le ring et dévoile que c'était un plan machiavélique, qu'il n'est pas vraiment blessé. Ah ah, il met un coup de béquille à Braun Strowman avec l'effet que vous voyez. Voyant qu'il a juste réussi à l'énerver, il sort du ring et il s'enfuit en courant. Braun le défie pour un match à WrestleMania. Shane accepte et dit qu'il va gagner parce que Braun est stupide. Des plus, parce que ça faisait longtemps que la WWE m'avait pas fait rire autant, quoi. Pauvre Braun Strowman. Pauvre Braun Strowman. Il va jamais s'en remettre. Il a besoin il a besoin de totalement changer son personnage pour parce que là c'est Braun Chouchou Strowman quoi. Et enfin nous avons le main event. Alors le main event. J'ai oublié d'enregistrer une autre image, mais décidément j'ai été un peu étourdi.
Randy Orton arrive sur le ring avec un sac. C'est l'image que j'ai oublié de vous d'enregistrer. Il dit qu'après ce soir, c'est fini les conneries. Alexa Bliss arrive avec un Jack in the Box. La poupée qui en sort est maquillée comme The Fiend. Ah là là, spooky. Les lumières s'éteignent, évidemment, parce que The Fiend va apparaître. Petite nouveauté que j'aime beaucoup. The Fiend apparaît avec des flammes sur les coins. Cool, sympa. Le parallèle est vite fait avec Kane, mais c'est chouette. C'est chouette qu'ils prennent, que The Fiend incarne un peu la relève de ces créatures surnaturelles que sont Kane et l'Undertaker. Il n'est pas au niveau de l'Undertaker en termes d'aura, mais il peut bien être au niveau de Kane. Alors, Randy Orton sort un jerrycan du sac. Il arrose The Fiend qui regarde, sans réagir. Il ne doit pas comprendre ce que c'est l'essence. Pourtant, on pourrait croire que pour quelqu'un qui a été brûlé, il serait au courant. Randy Orton allait craquer une allumette, et à ce moment-là, The Fiend fait un pas en avant, et Randy Orton le surprend avec un RKO. Alexa Bliss allait rentrer sur le ring, mais Randy se retourne à ce moment-là et la surprend qui est en train d'entrer dans le ring. Pendant qu'il se dévisage, The Fiend se relève et met un Mandible Claw à Randy Orton, puis lui colle un Sister Abigail, sa prise de finition, et Alexa Bliss finit par pointer le panneau WrestleMania du doigt, tandis qu'il y a du feu. Deux choses. Un, waouh, il s'est rien passé. C'est-à-dire que The Fiend est revenu à Fastlane, et là on nous confirme qu'il est bien là, j'imagine. C'est The Fiend. Il est là. Deux choses. C'est pas un Firefly Funhouse match? Ils vont passer à côté d'un Firefly Funhouse match avec Randy Orton? J'ai beaucoup de mal à... Parce que ça fait plusieurs semaines que j'en parle comme si c'était évident, parce que pour moi c'était évident, quoi. Ils ont créé un style de match qui est absolument brillant avec le Firefly Funhouse match l'année dernière. Tout le monde, beaucoup de gens disaient... En fait, il y avait des gens pour qui c'était vraiment pas leur tasse de thé, mais ceux qui l'aimaient l'adoraient, le Firefly Funhouse match. Et là, ils ont une autoroute pour un Firefly Funhouse match avec Randy Orton, parce que Randy Orton et John Cena sont à peu près au même niveau à la WWE. Ils sont multiples champions, ils ont des années et des années de carrière pendant lesquelles ils ont fait plein de trucs desquels ils ne devraient pas être fiers, etc. etc. Ça me semble... Alors peut-être qu'ils vont changer ça, il y a 3 semaines encore avant WrestleMania, donc peut-être qu'ils vont changer ça. C'est possible. Non seulement c'est possible, j'ai envie de dire qu'il y a presque intérêt. Parce que si on va juste avoir un match The Fiend contre Randy Orton, je vous cache pas que je vais être un peu déçu. Voilà. Maintenant on verra. Hein. On verra ce qu'on fera. On verra ce qu'on fera. Cette année, il y a un public à WrestleMania, donc ça sera différent. Ça sera pas évident de faire un Firefly Funhouse match. Mais rien n'empêche de diffuser une vidéo pour le public à un moment où l'attention commence à... Tu sais, où le public est un peu essoufflé, ils viennent d'avoir un très gros match, tu leur colles une vidéo, ils n'ont pas besoin d'être à fond dedans, quoi. Je pense que c'est faisable. Mais enfin, bon, moi, ça me décevrait beaucoup, quoi, qu'ils ne fassent pas un Firefly Funhouse match. Petit rappel avant qu'on attaque le tableau et les questions. Dans le replay qui sera sur YouTube, je vais couper la plupart des questions. Je ne vais pas garder toutes vos questions. Je vais en garder, pour l'instant, mon projet, c'est d'en garder maximum 5. Donc, si vous êtes parti pendant le live et que vous voulez voir la réponse à votre question, je vous invite à retourner sur Twitch où le replay est disponible dans son entièreté. Voilà, c'est pour simplifier c'est pour rendre la vidéo plus digeste pour les gens sur YouTube. Je pense que c'est une meilleure idée. Voilà. Pablo DBST me dit: coucou Lynx, ce Raw était franchement un des meilleurs de ces derniers temps selon moi. Ils ont commencé à annoncer quel match serait dans quelle nuit de Catchomanie 37. As-tu un avis? Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi j'en ai pas, mais bonne journée à toi. Je regarderai la rediff ce soir. Smile est content. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que je pense aux gens qui achètent des tickets et qui ne peuvent pas acheter les tickets pour les 2 nuits.
S'ils veulent voir un catcheur précis ou un match précis, ils peuvent choisir, ça sera pas au pif. Du coup, je trouve ça vraiment bien. Sam B95130 me dit: Salut Lynx, pourquoi tu détestes Reginald? Je suis sûr qu'il aurait été un bon catcheur s'il était resté plus longtemps au Performance Center et à NXT, c'est vraiment pas de sa faute, plus celle de la WWE. On est d'accord que je parle jamais des catcheurs. Je parle toujours des personnages. Je parle toujours de l'utilisation des personnages. Je parle toujours du scénario. Je déteste pas Reginald, loin s'en faut. Mais il est marrant, et au contraire, j'étais content quand ils avaient réussi à trouver un sens à son personnage. Le sens de son personnage étant, il a besoin d'attention, Sasha Banks lui a refusé cette attention alors qu'elle teasait de la lui donner, et Nia Jax a vu là une faille, et s'est dit, je vais exploiter Reginald, je vais lui donner toute l'attention qu'il veut, et il va m'aider, parce qu'en plus il veut se venger de Sasha Banks. J'adorais cette histoire-là avec Reginald. Mais, c'est pas ce qu'on a eu, et c'est pas ce qu'on aura. Ça n'a rien à voir avec le Performance Center ou NXT, ça a littéralement rien à voir avec ça. Tu me parles d'un truc, tu me parles de quelque chose de complètement différent de ce que je dis. Chien chaud de Marx me dit: pourquoi s'infliger Raw quand on voit la merde que c'est? J'ai adoré Lashley contre Sheamus, j'ai adoré McIntyre fait face à Bobby Lashley. J'ai adoré voir Peyton Royce contre Asuka, j'ai beaucoup aimé le départ de Ripley, Miz et Morrison m'ont bien fait rire, j'ai bien aimé le match AJ Styles contre Kofi Kingston, j'ai bien aimé également... Non, après il n'y a plus que de la merde, hein, je crois. Non, j'ai bien aimé Sheamus qui défie Riddle. Et j'aime bien la présentation générale du Fiend. Voilà, je viens de te donner une bonne dizaine de raisons de regarder. Hicham944 me dit: Salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci. Après Fastlane Hero, es-tu toujours hypé par WrestleMania 37? Mais de toute façon, je serai toujours hypé par WrestleMania. C'est WrestleMania, on va avoir plein de matchs que j'ai envie de voir. Je suis hypé, ils peuvent rien faire pour diminuer ma hype. Personnellement, moi qui regarde la WWE depuis 2008, je n'ai jamais été aussi peu hypé par un WrestleMania. Mieux, je pense à arrêter temporairement car ça me prend du temps dans mes études. Les seules choses qui me captivent encore sont Drew et Bobby, le règne de Heel, Roman et le supposé, je l'espère, Firefly Funhouse match, qui, s'il est bien préparé, peut être excellent car il a énormément de potentiel. Chose qui narre. Moi, je serais toi, ouais, j'arrêterai pendant un moment parce que le catch, c'est comme tout. Si tu regardes trop, tu finis par t'habituer à ce que t'aimes bien et du coup ne plus remarquer que ce que t'aimes pas et du coup tu vas finir par t'écœurer. Donc ça peut être salvateur d'arrêter pendant quelques semaines. Comme ça pour mieux revenir après derrière. Brazegali222 me dit: Hello Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Pour ma part, je suis hyper hypé par Rhea Ripley et je suis à 100% derrière pour WrestleMania. J'espère vraiment qu'elle va gagner. Je trouverais ça incroyable qu'elle devienne championne aussi vite. Ça l'établirait d'entrée comme quelque chose de sérieux. Smiley facétieux, bonne journée à toi, Smiley facétieux. On est dans le cas de figure où qui que ce soit qui gagne, je serais content. Mais effectivement, Asuka est sur une série de défaites à WrestleMania et Rhea Ripley a une défaite très amère à effacer. Elles ont toutes les deux quelque chose à prouver. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette histoire. MattDrid17 me dit: Salut, franchement, comme ceux qui trouvent ça indigeste, ils ont qu'à couper la vidéo. Ce n'est pas à toi de te rajouter encore du taf de montage. Perso, si je m'en fous des questions, bah, je coupe après le bilan. Oui, mais tu vois, c'est pas une très bonne façon de penser de faire les vidéos, de me dire, tu sais, comment dirais-je? Faire ce que tu veux, c'est bien. Faire ce qui t'arrange parce que c'est plus simple. En disant aux gens, mais c'est indigeste, mais allez vous faire foutre, vous avez qu'à pas regarder. C'est moyen comme comportement. Je vois ce que tu veux dire. Mais si je suis ta logique, je devrais même pas les poster sur YouTube. Parce que le replay est déjà disponible sur SmackDown, puis voilà, au bout d'un moment, c'est plus simple que vous regardiez le replay, si vous voulez pas regarder le replay, rien à foutre. Et à un moment, je veux que ça soit accessible aussi. Donc, il y a des efforts à faire, c'est normal. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à tous, à ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube si jamais vous trouvez que c'est plus digeste comme ça, si jamais vous préférez, parce que c'est vous que j'essaye d'arranger là dans ce fonctionnement-là. Donc si jamais ça vous arrange, n'hésitez pas à vous manifester, parce que je suis sûr que les gens qui veulent voir les questions vont se manifester. Donc pour que j'ai une idée de comment ça se passe, n'hésitez pas. Sinon, merci à tous d'avoir regardé ce recap de Raw. On se donne rendez-vous jeudi pour le recap de NXT et AEW Dynamite. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et bisous tout le monde. Ciao.